Merci à tous. Merci pour cette invitation-là. Demander à un maire de prendre une présentation extraordinaire d'une heure et la transformer en 20 minutes, c'est un exploit. Je débute immédiatement, sans plus tarder. Pour le bénéfice de tous, localisé Varennes sur la rive sud-est de Montréal, à côté de Boucherville, près du tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine, une population de 21 000 habitants, une très grande superficie, 72 % de notre territoire, et agricole. Le projet d'origine, c'est la bibliothèque de l'époque, qui répondait aux besoins d'une population de 6 000 habitants. Varennes est passé rapidement de 6 000 à 20 000 en un éclair. Donc, ces besoins-là ne répondaient plus à la population. Donc, c'est en 2005 que partait initialement le projet, à l'époque, d'un agrandissement de cette bibliothèque-là. Et le projet a bien changé. Notre objectif, lorsqu'on est arrivé en 2009, était de concevoir et construire le premier bâtiment institutionnel net zéro du Québec. Assumer assurément un leadership, détruire le mythe selon lequel un bâtiment haute performance coûte trop cher, et mettre à la disposition du grand public une vitrine technologique de cette bibliothèque-là. Les dimensions rapidement du projet, bien sûr, le financement, c'est le nerf de la guerre. Quand on parle à un élu puis on dit à notre population, mais votre compte de taxe va augmenter beaucoup à cause d'un projet, t'es mort. À Montréal, on l'a vu, les effets pervers que ça donne. Il faut faire attention à ça. L'acceptabilité sociale est importante. Une bibliothèque, mais là, tout est sur nos téléphones et Internet. On n'a plus besoin de ça. C'est faux. Donc, il faut travailler sur la démystification de ce volet-là. La méthodologie de conception intégrée. On nous a imposé une conception intégrée avec laquelle on était tout à fait d'accord. On en reparlera tantôt. C'est un élément très différent d'une construction traditionnelle linéaire qu'on voit habituellement dans les municipalités. Et la construction qui a eu lieu en 2013 à 2015. Je vais comparer les deux projets. La première colonne, c'est l'ancien projet d'agrandissement et on va parler après du changement de construction d'une nouvelle bibliothèque sur le même site parce que le site est exceptionnel au cœur de la ville de Varennes. On est passé d'une superficie de 1683 mètres carrés à 2100 mètres carrés parce qu'on voulait absolument et impérativement lui intégrer le volet culturel, genre de salle d'exposition pour les arts. La bibliothèque est un lieu de prédilection pour ça. Détail des dépenses, on parlait d'agrandissement, coût de construction, professionnel, ameublement. Dans l'autre cas, on ajoute la démolition, coût de construction, les professionnels, ameublement et le coût de la conception intégrée. Grosso modo, on parle d'à peu près 300 000 $ de plus quand on se lance dans un volet de conception intégrée. Aïe aïe! On passe de 5 millions à un coût de 9,2 millions. La réalité, ça finit à 10. Je suis élu en 2009. On annonce le projet en 2010. Il faut être convaincant en sacre-bleu pour que la population ne résiste pas à ça. On y est arrivé facilement, mais il y a un paquet de facteurs qui a été déterminant dans ça. Les subventions, dans un premier temps, on avait du ministère de la Culture 1,9 million qui s'est transformé en 2,1 parce que le projet s'est réalisé plus tard. Mais le volet des autres subventions. Quand on a un projet unique de cette nature-là, premier bâtiment net zéro du Québec, bâtiment public bien sûr, bien, on est capable d'aller chercher du financement d'Hydro-Québec, du financement de d'autres sources pour optimiser les subventions. Mais mieux encore, on parle d'un fonds philanthropique. Le Québécois traditionnel, comme on le connaît, est moins friand, de plus en plus, mais moins friand que, par exemple, la communauté juive, la communauté anglophone, qui vont redonner à leur alma mater. Des fois, tu as dans ton testament que tu lègues des fortunes à l'hôpital ou de ton quartier ou à ton école. On l'a moins chez nous. On avait donc un objectif d'1 million de dollars de dons philanthropiques des entreprises et de la population varennoise. On a fini à 2,5 millions de dons philanthropiques. Pas de subventions de matériaux, de dons. Ça, bien sûr que quand j'ai fait ma présentation auprès de la population pour vendre le projet, c'est un élément assurément très vendeur. Et un des éléments qu'on oublie très souvent, sinon tout le temps dans le milieu municipal, c'est la consommation énergétique. Parce que dans le modèle traditionnel linéaire de construction, on donne un mandat à des architectes, on donne un mandat à des ingénieurs,
on va chercher l'appel d'offres du plus bas soumissionnaire conforme comme entrepreneur, puis des fois, il n'est peut-être pas le meilleur parce qu'il charge le moins cher possible. Là, il faut travailler avec ça. Et qu'on consomme trop en énergie, c'est jamais un critère. Peu importe les systèmes qu'on va intégrer à l'intérieur, c'est jamais évalué. Mais après la construction, qu'on a payé peut-être le moins cher possible, on va payer des grosses factures d'électricité. On va nous dire qu'au Québec, l'électricité coûte pas cher, c'est pas si grave, c'est quand même une erreur. C'est bien mieux de la vendre ailleurs aux États-Unis, donc il faut penser différemment. Et dans ce contexte-là, il faut réussir aussi à donner l'exemple. Donc, l'estimation d'un bâtiment de cette nature-là, c'est de 80 à 100 000 de coût de consommation annuel. On parle dans ce cas-là de net zéro. Et notre définition du net zéro est simple parce qu'il y a plusieurs définitions. C'est que sur son bilan annuel de consommation d'énergie, ça nous coûte zéro. Ça veut dire que l'été, lorsqu'il fait très chaud, avec les panneaux solaires que vous allez voir tantôt, on produit bien sûr plus d'énergie qu'on en consomme. Mais on a le droit d'en renvoyer dans le réseau d'Hydro-Québec. Mais vous savez probablement aussi bien que moi, wow, faut pas en renvoyer trop. Parce que si on en renvoie trop, on la perd. On ne peut pas la récupérer. Fait qu'il y a juste une équilibration pour s'assurer d'en renvoyer juste assez et pas trop. Donc, on arrive au coût final, la magie. Ça, c'est assurément plus facile à vendre auprès de sa population. Si malheureusement, on ne se donne pas les efforts d'aller chercher l'extra de subventions ou de dons, il est vrai qu'un projet comme ça peut devenir périlleux. Puis au-delà de la différence du coût, je vous rajoute l'économie d'énergie. 100 000 par année sur 20 ans, c'est beaucoup d'argent. Il faut l'expliquer à la population et ils sont aussi très fiers de voir cette participation-là de la Ville. Parlons du projet maintenant, parlons du bâtiment. L'ouverture officielle a eu lieu le 19 décembre 2014. Qu'est-ce qu'on voit dans le projet? En fait, j'aime beaucoup cette photo de drone-là parce que c'est un bâtiment qui est complètement désaxé par rapport aux rues. Et la raison est simple. Il y a des gens d'entre vous qui l'ont déjà deviné. L'architecte numéro 1 du projet, c'est le soleil. Donc, il faut s'assurer de positionner le bâtiment de façon optimale, les degrés 37 ou 36,5 pour avoir... J'ai tout appris ça, j'ai l'air intelligent, mais j'écoutais lors de la conception intégrée ces détails-là et toute la simulation. Le nombre de panneaux, l'angle du toit, la superficie du toit pour s'assurer d'aller chercher un maximum d'énergie solaire. À l'intérieur, bien sûr, parce qu'on a un toit angulé important comme celui-là, ça nous donne beaucoup d'espace. Dites-vous que c'est aussi très apprécié par les Varennois. On parle de masse thermique, on parle de dalles de sol radiantes. Réduction de la consommation énergétique de 78 %. Je vais prendre quelques secondes pour vous expliquer parce que c'est pour moi l'élément majeur. La conception intégrée nous a permis d'aller chercher le maximum d'économie d'énergie. Parce qu'à la base, un bâtiment net zéro, ça peut être très facile si on a des champs de panneaux solaires puis on produit de l'énergie en masse. Mais la réalité, c'est qu'il faut, à la base, consommer le moins possible. Quand on compare le bâtiment traditionnel au nôtre, on consomme 78 % moins. Comment on arrive? Bien, entre autres, je pense l'exemple de l'éclairage intelligent. En Europe, on va en France, c'est pas rare qu'on va rentrer dans des hôtels, on clique sur un piton, puis tu as 20 secondes de rentrer dans ta chambre, sinon le corridor devient noir, parce que leur électricité coûte cher. Ici au Québec, on consomme, les lumières sont allumées partout, mais dans ce cas-là, si des salles sont inoccupées, les lumières sont fermées. C'est le corps humain qui déclenche l'ouverture des lumières. Donc, l'ensemble de ces éléments-là ont amené ce type de bâtiment-là. Mais pour des ingénieurs, parce qu'une conception intégrée, on met autour de la table tous les professionnels, puis on a une grande feuille blanche, puis on part le projet. Les ingénieurs vont vous dire, mais c'est facile le net zéro. On a juste à mettre le bâtiment sous terre. Puis que le toit soit égal avec le sol. Mais l'architecte de chaque côté va dire, ouais, mais c'est parce que c'est plate, puis c'est laid. C'est pas ça qu'on souhaite, nous. OK, bien là, on va travailler ensemble. Puis le client, honnêtement, nous, là, qui payait, trouvait ça un petit peu moins sexy d'être tout dans le sol. Donc, partant de ça, bien, OK, on travaille, comment on peut faire, puis ainsi de suite. Oui, le bâtiment est enfoui légèrement dans le sol, je pense 5 marches, pour aller chercher justement ce qu'on avait besoin pour réduire la consommation. Et sur la consommation, dernier petit point, quand on nous a demandé, voulez-vous des distributrices de boissons gazeuses? Attention,
Si la ville dit oui, ça consomme comme 50 ordinateurs. Ah, facile, hein, la réponse? Pas de distributrice. Mais c'est un choix qu'on a fait. C'est une orientation qu'on donne pour arriver au net zéro. Le client doit faire des efforts aussi. Et réduction des gaz à effet de serre de 302 tonnes. On parle bien sûr de panneaux solaires photovoltaïques, plus de 550 panneaux solaires photovoltaïques sur le toit, capteurs solaires thermiques, récupérateurs de chaleur en hiver, bornes de recharge pour voitures électriques, ventilation automatisée selon la température. C'est drôle parce que RDI est venu faire un reportage à Varennes, puis pendant leur tournage, ils ont été obligés d'arrêter parce qu'ils entendaient un petit bruit de fond. C'était la fenêtre qui automatiquement ouvrait parce que l'air ambiant extérieur était plus frais que ce que détectait le système à l'intérieur. Donc, on ouvrait la porte et l'air naturel de l'extérieur venait refroidir l'air ambiant à l'intérieur. C'est ce qu'on a dans le système. Pente naturelle isolante et du verre triple, bien sûr, pour optimiser l'économie d'énergie. Des matériaux nobles, bois du Québec, fini intérieur clair pour accentuer la luminosité naturelle, l'éclairage intelligent, j'en ai parlé tantôt, et réduction de la consommation d'eau potable de l'ordre de 40 à 50 %. Quand on parlait tantôt d'une vitrine technologique, Canmet Énergie qui a été, je vous dirais, l'initiateur du projet. Canmet Énergie, c'est le centre de recherche énergétique qui est basé à Varennes, canadien. Gilles Jean, ancien directeur général, était venu nous voir le lendemain de l'élection. On aimerait discuter avec vous pour voir si on ne pouvait pas collaborer avec notre ville pour mettre en place un beau projet. On venait d'avoir la confirmation de la subvention de la bibliothèque. Donc, il a été l'initiateur du net zéro. Et soyons francs, au début, on ne savait même pas ce que ça voulait dire. Donc, sa condition à lui pour nous aider, c'était que le bâtiment devienne une vitrine technologique. L'écran que vous avez là, c'est un immense téléviseur qu'on voit à l'entrée de la bibliothèque et on a en temps réel la production de l'énergie et sa consommation. Vous allez me dire, ouais, vous avez pris une belle semaine. Oui, c'est vrai. C'est une belle semaine de septembre ensoleillée où on produit en vert ce qu'on produit en énergie, en bleu, ce qu'on consomme. Donc, on est dans une belle semaine typique où on a renvoyé à Hydro-Québec notre surplus d'énergie dans cette semaine-là. Et bien sûr, on a été très honorés de gagner le prix d'excellence en immobilier 2014 de l'Institut de développement urbain du Québec. On est aussi LEED Or. L'objectif était net zéro. L'objectif n'était pas LEED Or ou platine parce qu'il aurait fallu qu'on prenne aussi le choix de déconstruire le bâtiment et non de démolir. 600 000 $ de plus, c'est un choix économique que nous n'avons pas fait, mais malgré ça, on a réussi à accéder au LEED Or. Prix du Génie Conseil du Québec et le mérite ovation municipale. Alors, merci beaucoup pour la présentation et aussi pour l'invitation à participer à ce colloque. Donc, dans la présentation que je vais donner maintenant, j'ai à la fois un message de la part en tant que vice-recteur et au niveau de la stratégie de l'université par rapport au partenariat, qui est un élément clé dans ce projet. Et puis aussi, en fait, à titre de chercheur, j'étais co-responsable du projet en lien avec l'énergie. Vous voyez, le titre qu'on a trouvé, c'est finalement l'acronyme tombe bien, mais il représente assez bien la stratégie pour l'université, avec un impact sur l'énergie solaire, les technologies renouvelables et l'innovation énergétique, avec un acronyme qui vous invite à venir nous voir si vous avez l'opportunité de passer en Estrie. Alors, next. Quelques mots par rapport à l'Université de Sherbrooke, parce que c'est quand même assez important pour voir quelle a été la motivation en arrière de ce projet, sachant qu'il y a une certaine originalité que je vais détailler, mais qui s'inscrit en fait dans une stratégie à l'université pour justement avoir un impact important avec les partenaires. C'est que l'Université de Sherbrooke, si vous ne le savez pas, c'est une université qui a mis en place le régime coopératif depuis longtemps, plus de 50 ans maintenant. Et aujourd'hui, en ce moment, ça veut dire que chaque année, on place 4500 étudiants dans des entreprises, principalement des PME, avec des vrais travaux qui contribuent à leur formation. Et ça veut dire chaque année, on a au bénéfice de nos étudiants une masse salariale de l'ordre de 40 millions de $. Et le message par rapport à ça et par rapport à la présentation pourrait sembler déconnecté. En fait, il est très connecté. C'est-à-dire que pour faire ça année après année depuis 50 ans, il y a un élément clé. Il
faut être capable d'écouter ses partenaires et de voir aussi comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour développer des projets ou des initiatives importantes et pas forcément vouloir juste pousser une technologie. Donc ça a beaucoup coloré la façon dont l'Université de Sherbrooke développe les grands projets et ça a un impact sur les programmes, la formation, ça j'en ai déjà parlé. Ça a aussi un impact important sur nos activités de recherche. En fait, je pense que si on me demande d'écrire pourquoi l'Université de Sherbrooke est un peu différente, ben justement c'est parce qu'elle a été influencée par le premier cycle, y compris au niveau de l'innovation et des activités de recherche. Alors vous verrez qu'on a pas mal d'activités au niveau partenarial, mais avec à la fois une dualité intéressante qui est surlignée en vert, qui est justement le fait qu'on puisse faire des partenariats à la fois au niveau local, mais tout ce qui peut être développé au niveau local et validé peut très bien être exporté et développé à l'international. On a aussi mis en appui à tout ça une notion d'infrastructure de recherche collaborative qu'on appelle des centres de mise à l'échelle. Et en fait, le parc solaire dont je vais vous parler est un des exemples à ce niveau-là. L'idée étant de se rapprocher des partenaires industriels en ayant des infrastructures qui puissent être communes à la fois à la communauté universitaire et à la communauté industrielle. Alors juste un petit message de la part, un extrait du message de Madame Anglade par rapport à la stratégie québécoise sur la recherche et l'innovation. Et je suis très heureux de ça parce que je suis complètement convaincu, c'est que dans son message, on voit bien qu'elle déclare qu'il n'y a pas d'opposition entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée. Nous, on est capable de le démontrer dans beaucoup d'exemples phares, où justement la collaboration qu'on est capable d'établir avec nos partenaires nous amène à avoir des projets qui, en fait, ont un impact important au niveau fondamental, alors qu'on n'est pas forcément parti sous cet angle-là. Au niveau des infrastructures, plusieurs éléments. On a la chance d'avoir un parc technologique collé au campus principal de l'université dans lequel il y a plusieurs bâtiments. Je n'ai pas le temps de détailler les modèles de chacun des bâtiments, mais notamment, en quelques mots, il y a l'Institut, le 3IT dont je fais partie, qui est associé au C2MI, qui est un institut ou un centre de recherche industrielle qui a été développé à Bromont avec IBM et Télédingue d'Alsace. Et ces éléments-là font partie d'une chaîne d'innovation intégrée où on est capable de partir de travaux de recherche pour aller jusqu'à des applications qui sont pré-commerciales et donc, encore une fois, une nécessité de parler avec les partenaires industriels. Alors, le parc scientifique à l'université, on voit une vue aérienne ici avec à gauche le bâtiment du 3IT et à droite le bâtiment du CTA. Une des forces de Sherbrooke, c'est souvent quand on veut parler en plaisantant un peu sur l'université, l'université de Sherbrooke, elle a des forces qui sont directement reliées potentiellement à ses faiblesses. Puis le fait d'être éloigné, par exemple, pourrait être vu comme une faiblesse, mais ça nous donne accès à beaucoup d'espace. Et ce que ça veut dire, c'est que si on regarde vue du haut, vous voyez à droite le campus principal et vous voyez à gauche en fait le parc scientifique dans lequel il y a manifestement de l'espace libre et c'est effectivement très critique par rapport à tout ce dont on va pouvoir discuter dans la suite et la notion de partenariat où on veut que en fait, les entreprises soient aussi potentiellement colocalisées chez nous ou alors nous qui irons nous colocaliser chez eux. Alors, un petit aparté au niveau scientifique, je vais prendre quelques minutes, même si l'objet ici n'est pas forcément d'aller parler en détail de ce qui se passe au niveau recherche sur ce que l'on fait à Sherbrooke, mais depuis en gros 2008, plusieurs collègues, dont Richard Arès qui est présent ici et moi et Simon Fafard, on travaille sur une technologie qui s'appelle le photovoltaïque concentré. Et en fait, c'est une technologie un peu particulière qui a potentiellement des enjeux au niveau commercial, notamment dans les endroits où la qualité du soleil n'est pas excellente, mais qui a un potentiel en termes de performance qui est en fait très important pour marquer les esprits, mais aussi pour développer de la technologie. Aujourd'hui, le groupe en question, c'est à peu près une trentaine de personnes. C'est un des plus gros groupes au niveau mondial dans ce domaine-là, sachant que les gens qui sont actifs dans ce domaine-là sont en Allemagne, sont en Espagne et aux États-Unis, essentiellement pour les grands joueurs. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que, un peu à l'image de ce que je vous ai dit avant, c'est que qu'est-ce qu'on fait dans ces projets de recherche, mais on travaille un peu sur tout en fait. C'est ça le principe, c'est que si je travaille par exemple sur les cellules, qui vont être la technologie ici, c'est très très complexe. Mais si j'améliore quelque chose au niveau de la cellule et que je m'inquiète pas de quel va être l'impact sur l'utilisateur final, je vais peut-être avoir une belle publication, mais la probabilité que c'est un impact au niveau industriel est limitée. Donc, par exemple, je vais m'intéresser au packaging. Comment est-ce que je vais intégrer ces cellules-là? Ça, c'est très peu répandu dans le milieu universitaire, parce que ça se publie pas bien, les problèmes de packaging. Mais si je fais les deux, je suis capable d'avoir un impact qui va aller jusqu'au système, et donc je vais être capable de parler aux utilisateurs finaux. Et à partir du moment où on réussit à créer cette chaîne,
ben là on peut avoir de l'innovation dont l'impact va être très visible, même si je travaille sur des éléments assez fondamentaux. Alors, l'autre élément important au niveau système, c'est que justement, ça c'est un des trackers dont on dispose à l'université, c'est qu'une bonne partie des travaux que l'on fait sont basés sur des trackers qui suivent le soleil. Pour le photovoltaïque concentré, c'est indispensable, on doit suivre le soleil avec une précision très élevée, des fractions de degrés, mais c'est un avantage si on réfléchit par rapport à l'écosystème d'innovation, c'est-à-dire que l'idée n'est pas forcément d'aller faire un record d'efficacité au Québec, c'est parce que c'est pas forcément l'endroit où la ressource solaire est la meilleure, même si elle est tout à fait acceptable. L'idée, c'est est-ce que je suis capable de simuler n'importe quelle condition. Ça veut dire qu'avec mon tracker, je peux très bien aussi à un moment me dire, ben moi je vais me positionner à tel angle, parce que je sais que par exemple, il va y avoir une infrastructure de 100 MW au Québec qui va être à tel endroit, puis je voudrais pouvoir en fait anticiper comment vont se comporter les différentes technologies qui seraient mises sur cette centrale. Autre élément, un peu pour faire le tour sur la partie recherche et avant d'aller parler plus spécifiquement du parc, c'est qu'il y a une course internationale au niveau recherche, puis vous le voyez, j'ai pris le bouton, je reviens. Il y a quand même quelque chose d'assez intéressant que j'explique beaucoup à mes étudiants, c'est il y a une course, différentes technologies ont une différente efficacité. Ce qui est très connu, c'est la partie silicium qui est dans ces eaux-là, avec des records. D'ailleurs, il y en a, je pense, encore eu un aujourd'hui à 26% pour des panneaux plats, mais au niveau, ce qu'on peut acheter aujourd'hui, c'est plutôt une vingtaine de pourcents, ou dans ces eaux-là, un peu moins. Au niveau photovoltaïque concentré, qui nous intéresse au niveau recherche et qui nous oblige à travailler sur tout, aussi bien les matériaux, les systèmes, les packages, vous voyez qu'on s'approche de 50%. Et ce que j'explique souvent à mes étudiants, c'est que le groupe qui va réussir à faire 52% aura eu une meilleure technologie que celui qui aura eu 50%, mais celui dont la planète va se rappeler, c'est celui qui aura fait le passage à 50%. Et si on regarde les tendances, ça va arriver d'ici 5 ans. Et donc un de nos objectifs, c'est pas forcément pour ça qu'on le fait, mais je vous admets qu'on est très motivé à faire partie de l'équipe qui pourrait placer le record du monde un peu landmark, on va dire, au niveau mondial. Si ça pouvait être une invention où le Québec avait participé, on serait bien heureux de pouvoir être associé à ça. Il y a beaucoup d'éléments. Juste pour vous dire, on a la chance d'avoir des technologies qui, je vous rassure, c'est pas par rapport au soleil, c'est par rapport à une autre source lumineuse, mais on a déjà réussi à faire des démonstrations industrielles à très très haute performance. Ça peut être utilisé notamment pour la gestion des réseaux électriques, pour la transmission d'énergie par fibre. Et en fait, on a réussi à démontrer des efficacités à 60 voire 70% pour la photoconversion. Mais c'est pas le spectre solaire. Mais sous-entendu, on est très très bien positionné par rapport à ce qui peut être fait dans l'innovation sur ce domaine de recherche. C'était une des inventions dans Québec Science l'année dernière. Un autre élément aussi, j'aborderai pas trop en détail, mais je veux le souligner, je vais vous parler d'un parc solaire photovoltaïque, mais moi je suis convaincu que pour le Québec, il y a quelque chose de très important, puis ça tombe bien parce qu'on a la chance d'avoir nos partenaires industriels dans la salle avec Racam, c'est qu'il y a toute la notion avec le solaire thermique, qui a beaucoup d'avantages. Il ne faut pas mettre l'un en compétition avec l'autre, mais il y a plein d'opportunités avec le solaire thermique, notamment au niveau du stockage de l'énergie, qui est complètement différent par rapport à du stockage électrique. On a la chance d'avoir un projet cofinancé par Prima CRSNG avec un autre partenaire en Ontario, Racam, pour, par exemple, co-intégrer des cellules qui seraient capables de fonctionner dans un système thermique. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails plus que ça, mais juste pour vous dire, il y a un gros potentiel pour du solaire thermique au Québec et pour le stockage. Alors, on s'est souvent fait dire pourquoi est-ce que vous travaillez sur le solaire au Québec, notamment quand on était à l'étranger. Et une des réponses, c'est, je me trompe à chaque fois, c'est premièrement la qualité solaire. La ressource solaire au Québec est pas du tout si mauvaise que ça. Si vous regardez ça par rapport à le nord de l'Europe, il y a tout un potentiel. Et puis, cependant, j'avoue qu'on travaillait sur une technologie qui était un peu isolée, qui est le CPV, et au moment où la technologie CPV n'était pas forcément en pleine forme et avait besoin d'investissements industriels avec des gens qui soient très business. Puis la bonne nouvelle, c'est que des fois, le hasard fait très bien les choses, puisque une entreprise à Québec, ici, Stas, a eu la très très bonne idée de récupérer la technologie la plus développée au niveau CPV, justement, qui était une technologie française qui s'appelait Soitec, et qui ont recréé une usine ici au Québec. Donc on a la chance de travailler avec eux. Et évidemment, l'idée, c'est qu'on fasse, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, pas forcément juste un record de cellules, mais peut-être un record avec un partenaire industriel sur la performance de systèmes qui, eux, pourraient être déployés partout sur la planète, notamment dans les endroits où la qualité solaire est très bonne. Alors, ce qui va nous intéresser, c'est ce qui se passe aussi au Québec. C'est-à-dire que là, je n'ai pas de mérite là-dessus. J'ai juste repris les extraits du journal Québec Science de juillet-août dernier, où il y a, on est très heureux qu'ils aient eu la bonne idée de mettre une image du tracker de l'Université de Sherbrooke dans le journal. Mais le message est,
que manifestement il y a une visée à augmenter la partie des énergies renouvelables avec de la place pour le solaire. Donc la question va être comment est-ce qu'on va faire. Alors je vous avais parlé qu'on a beaucoup d'espace, mais ça tombait au même endroit. Ça fait longtemps qu'on parle de solaire en Estrie. On a un positionnement qui est très bon au niveau de l'angle solaire. Et puis finalement, ce qui est en train de se déployer, c'est que grâce à un financement du fonds d'infrastructure stratégique d'il y a à peu près 2 ans, on est sur le point de construire un parc solaire d'1 mégawatt collé au sud des bâtiments, qui va être intégré au réseau, et avec une vision globale sur le fait que oui, il y a des technologies solaires qui vont être intéressantes, mais ce qui va être intéressant, c'est tous les aspects associés à ça. C'est-à-dire il y a des aspects reliés au stockage, il va y avoir des aspects reliés à la gestion de l'énergie, il va y avoir des aspects par rapport, on parlait d'acceptabilité sociale. Justement, il y a tous ces éléments qui sont multifacultaires, et c'est là où une université qui est capable d'arriver de manière intégrée va être capable d'adresser les problématiques un peu à tous les niveaux. Il y a aussi un intérêt à déployer les technologies en climat froid et en climat chaud. Donc on a sûrement un intérêt à aller déployer des technologies avec nos partenaires, y compris sur le photovoltaïque classique pour le Grand Nord. Et ça, c'est une discussion qui est très active avec les collègues du Technocentre de l'éolien avec qui on est en discussion. Mais on a aussi des discussions avec des parcs solaires dans les pays qui sont dans des endroits très ensoleillés pour que justement on puisse faire des copies du parc solaire ou d'une partie des technologies pour qu'à chaque fois que je puisse tester une technologie, je sois capable de la déployer avec son impact au niveau mondial. C'est-à-dire comment va, je sais pas, si j'ai un nouveau revêtement pour résister à l'humidité, par exemple, qui est un problème pour la neige, ça va être le même problème par rapport à la salissure des panneaux dans les déserts. C'est un problème d'humidité. Donc finalement, le fait d'être connecté avec un réseau international pour pouvoir échanger sur les bonnes pratiques en lien avec l'énergie solaire, ça nous ouvre beaucoup de portes. Et puis, ça, on en est très heureux. Donc, un peu plus de détails sur le parc. En gros, à peu près 1 mégawatt de puissance pic installé. La majorité sur tracker. Alors, je désespère pas de faire un record de performance au Québec parce qu'avec en plein hiver à moins 25 plein soleil, on pourrait avoir un record parce que les cellules sont heureuses dans ces conditions-là, mais c'est pas forcément l'objectif. L'idée du tracker, c'est aussi de pouvoir reproduire n'importe quelle condition pour des panneaux fixes. C'est-à-dire que si je sais que je vais être installé dans un endroit où les angles, pour des raisons de bâtiment ou de configuration de terrain, vont être à un certain angle, je vais être capable de faire ça avec plusieurs technologies. On va pouvoir faire du benchmarking, et l'originalité du parc solaire, c'est qu'il y a pas mal de puissance pour chaque technologie, ce qui fait qu'on va être capable d'avoir des données statistiques. On a aussi des éléments fixes, un peu, et puis de l'espace aussi, 4000 m² pour accueillir les projets de recherche de nos partenaires, pour justement amener peut-être des faibles puissances de technologies complémentaires qui vont pouvoir être instantanément benchmarkées par rapport au réseau global. Et il y a une force dont je parlais tout à l'heure, c'est qu'au-delà d'avoir beaucoup d'instrumentation dans le parc et de pouvoir sortir beaucoup de données pour justement mettre en valeur les technologies de nos partenaires, on a la chance d'avoir un partenariat avec Hydro-Sherbrooke, qui a une gestion, qui est le gestionnaire de l'énergie en ville, qui nous permet d'injecter 1 mégawatt dans le réseau sans difficulté, qui nous permet même éventuellement de ressortir de l'énergie du réseau, ce qui fait que pour nos partenaires en lien avec le stockage, c'est manifestement intéressant. Et là, on s'approche à la fois au-delà de l'échange avec la ville, au niveau énergétique, de voir quel est l'impact sur le réseau, comment est-ce qu'on peut voir ça. Et là, on est très ouvert à avoir d'autres partenaires qui vont venir nous voir, notamment pour tout ce qui va concerner le stockage. Et l'idée, c'est un peu, je pense, un des éléments qu'on est heureux de pouvoir échanger ici, c'est de se dire, il faut à la fois pouvoir développer des technologies, mais voir comment elles vont s'intégrer. Et puis à la limite, c'est peut-être la façon dont on les a intégrées qu'on va vouloir exporter. Et c'est ça, à mon avis, le moyen d'aller rechercher des moyens. Donc, en fait, j'ai à peu près terminé, mais juste pour dire, notre message, on est très ouvert aux opportunités de collaboration, et c'est clairement à plusieurs niveaux qu'on aimerait pouvoir échanger avec les gens qui sont intéressés dans la salle, et aussi avec les industriels. Il y a évidemment des gens incontournables au Québec avec qui on veut parler par rapport à tout ça. Et l'idée, c'est que je pense que non seulement on peut déployer des solutions qui vont avoir un impact par rapport aux enjeux énergétiques au Québec, mais on peut aussi imaginer avoir des solutions où c'est la solution intégrée qu'on va vouloir exporter. Et à mon avis, à ce niveau-là, le Québec a toute une légitimité à prendre. Et donc, si vous voulez échanger à ce niveau-là, ça me fera plaisir d'échanger avec vous. Merci. Alors, j'essaierai d'être aussi éloquent que mes deux confrères. Alors, merci à l'ACPER de l'invitation. Il me fait plaisir de venir parler de l'énergie solaire avec vous et de son éventuel développement au Québec. Après l'implantation de l'énergie éolienne et de son industrie, à mon avis, l'énergie solaire représente la prochaine évolution du portefeuille de ressources énergétiques au Québec.
L'éolien a non seulement créé un tissu industriel, mais favorisé l'essor d'entrepreneurs qui rayonnent non seulement au Québec, mais à l'étranger. Et comme dans tout, pour que son implantation soit un succès, il faut s'assurer que les consommateurs et les développeurs trouvent leur compte. Donc, aujourd'hui, après une brève présentation des activités globales d'énergie Brookfield, j'aimerais passer un petit peu de temps pour discuter de la plus récente acquisition dans notre portefeuille, c'est-à-dire Terraform Power, un leader dans la gestion de parcs éoliens, mais également de solaire au niveau utility scale et aussi de manière décentralisée auprès de particuliers et de grands clients industriels. Par la suite, je passerai sur l'évolution du cadre réglementaire et l'évolution de l'industrie éolienne aux États-Unis. Donc, également parler du cadre réglementaire dans les différents États. Je conclurai en parlant du cadre réglementaire au Québec et comment celui-ci pourrait évoluer pour une saine implantation des énergies solaires au bénéfice de tous au Québec. Alors, donc, Énergie Brookfield a été créée en 1999 à partir de 3 centrales dans la région de l'Outaouais. À partir de ce moment, au fil des années, plusieurs acquisitions ont jalonné la croissance de l'entreprise, tant au niveau en Amérique du Nord qu'en Amérique du Sud et plus récemment en Europe et en Colombie. Finalement, en 2017, on a complété l'acquisition de Terraform Power et Global, que je vais discuter brièvement par la suite. Donc, malheureusement, l'acétate n'est pas à jour. Ce matin, on a annoncé une acquisition de 1000 mégawatts. Donc, notre portefeuille se culmine maintenant à 16 000 mégawatts, 16 300 mégawatts. C'est une acquisition qui a été complétée avec, ce que je comprends, avec l'aide de la Caisse des dépôts qui a participé au financement. C'est des actifs d'éolien et solaires dans le pays de l'Espagne. Donc, essentiellement, avant cette acquisition-là, on a un portefeuille qui est essentiellement une des plus grandes entreprises en énergie renouvelable cotées en bourse à travers le monde. Énergie Brookfield se spécialise dans le développement, l'investissement et l'exploitation et la commercialisation des énergies renouvelables. Depuis 1999, on a toujours eu l'objectif de doubler la taille de notre entreprise et c'est un objectif qu'on a réalisé de façon systématique. Donc, c'est cela. Donc, ici, on voit de façon globale la répartition de nos actifs par aux différentes technologies que nous possédons. À noter, l'acquisition de Terraform Global nous a permis de faire une entrée significative dans des marchés très porteurs qui sont la Chine et l'Inde, des marchés dans lesquels on porte une attention particulière. On va porter une attention particulière dans les prochaines années. Donc maintenant, un petit peu par rapport à TERP, c'est-à-dire Terraform Power. C'est un des plus grands producteurs d'énergie solaire au monde. C'est une structure de type YieldCo, c'est-à-dire que tous les actifs qu'elle possède sont contractés sur une base de long terme avec des clients de grande qualité, soit au niveau des utilités publiques, au niveau des corporations ou au niveau résidentiel. Donc, l'objectif de Terraform, c'est évidemment d'exploiter des actifs solaires et éoliens, principalement aux États-Unis, mais aussi de poursuivre sa croissance avec des acquisitions stratégiques en Amérique du Nord et ainsi que l'Europe de l'Ouest. Présentement, Brookfield détient 51% le contrôle direct de Terraform. Pour la petite histoire, Terraform était en fait le véhicule commercial de SunEdison qui, malheureusement, pour eux, mais heureusement pour nous, ont subi les affres de la faillite et Brookfield a aidé, a fait l'acquisition du portefeuille. Donc, à ce moment-ci, le portefeuille en termes de mégawatts sous gestion est maintenant à 3600 mégawatts. En termes d'actifs
j'ai pas exactement le montant. Par contre, la répartition éolien-solaire devrait maintenant plus être équilibrée autour de 50-50 au niveau de cet actif-là. Donc maintenant, allons un petit peu plus dans le vif du sujet, c'est-à-dire l'énergie solaire comme telle et son évolution et les perspectives. Donc essentiellement, ce que je vais aborder, c'est quoi le potentiel de développement solaire et l'exploitation présentement des énergies solaires aux États-Unis, l'évolution des coûts d'énergie solaire, son implantation, les différents modèles commerciaux, puis finalement compléter avec une petite discussion sur le cadre réglementaire présentement en place et son évolution. Donc, essentiellement, l'énergie solaire est développée dans deux grands pôles aux États-Unis, principalement en Californie et dans le sud-ouest, si on veut. Évidemment, à cause de la qualité de la ressource, c'est à des endroits où est-ce qu'il y a les plus grands facteurs d'utilisation, donc économiquement beaucoup plus rentable, plus de production pour un parc donné. L'autre grand pôle d'investissement, c'est sur la côte est américaine, principalement créé de toutes pièces par des politiques énergétiques très agressives qui favorisent le déploiement de ce type d'actifs. Donc, on va parler un petit peu plus tard, de quel ordre sont ces différents incitatifs de politique publique. Puis comme Vincent en a fait part, le régime solaire ou le régime d'irradiation, c'est ça? Irradiation, pardon, du nord-est américain est sensiblement le même là, que ce qu'on peut subir au Québec. Donc, c'est ça. Donc, le déploiement qu'on voit aux États-Unis dans ces États-là, c'est un déploiement qui peut être répliqué de manière possible au Québec. Donc, en termes d'évolution des coûts, donc on voit une diminution drastique des coûts au cours des 10 dernières années. Donc, on voit une diminution d'environ 16%, tant au niveau des modules qu'au niveau des cellules, des coûts, et ce, de façon année après année. Si on regarde en termes de coûts, si on fait certaines hypothèses par rapport aux facteurs d'utilisation et en utilisant des coûts de 2018, on se rend compte qu'une installation commerciale sans incitatifs gouvernementaux ou autres mécanismes de financement, on parle d'un prix de 65 $ le mégawatt-heure. Et ça pour une installation à grande échelle. Pour une installation résidentielle, évidemment, c'est beaucoup plus cher. On n'a pas l'effet de volume. Donc, c'est un peu montrer l'évolution, puis il n'y a rien qui nous indique que la tendance très lourde de diminution des coûts ne se continuera pas. Et ce, malgré les différentes politiques américaines là, de protectionnisme et tout. Donc, au niveau historique, au niveau des politiques énergétiques, donc, il y a c'est essentiellement sous l'impulsion de deux grands axes. Le premier axe, c'est les incitatifs fédéraux qui ont été mis en place à partir de 2005 sous le gouvernement Bush, qui essentiellement sont le PTC et le ITC, le Production Tax Credit, puis Investment Tax Credit. Essentiellement, ces crédits-là ont toujours été en 2005 ont été instaurés, en 2008 ont été reconduits, et ce en 2015 et tout récemment dans le programme de réduction de taxes de l'administration Trump, malgré que à chaque année on parle que ces crédits d'impôt vont être abrogés, ils ont toujours été reconduits. Donc ça, c'est au niveau fédéral, c'est un des plus grands drivers des investissements en énergie solaire aux États-Unis.
Et après, de ça s'ajoutent tous les programmes au niveau des programmes étatiques. Un des plus grands programmes, c'est celui au Massachusetts, qui est essentiellement un carve-out, je ne sais pas comment on dit ça en français, là, mais un tiré à part du programme de Renewable Portfolio Standard, et essentiellement qui favorise une plus grande pénétration et développement du solaire aux États-Unis. Donc, il y a un programme qui s'appelle le SREC One qui donnait des incitatifs très importants au niveau du développement de certains parcs solaires, qui a été reconduit en 2016 et qui présentement fait l'objet d'une refonte dans un programme qui s'appelle SMART, qui est plus un modèle feed-in tariff, si on veut. Donc, si on regarde l'effet total de tout ça, qu'est-ce que ça fait? C'est l'implantation des énergies solaires de façon cumulative aux États-Unis. Donc, ce qu'on voit, c'est la majeure partie des installations sont faites sur une base utility scale, c'est-à-dire les barres jaunes. Au niveau résidentiel, on voit quand même une certaine stabilité au niveau des implantations. C'est la barre grise. Et de façon notable, on voit qu'au Canada, qui est la petite barre bleue en haut, très, très faible niveau de pénétration des énergies solaires, essentiellement dû par un manque de soutien gouvernementaux pour ce type d'installation-là. À noter également la barre orange dans le bas, c'est-à-dire c'est la participation des entités commerciales, des grandes corporations dans le marché, dans l'installation d'énergie solaire. Donc, un petit peu plus de détails par rapport à cet aspect-là. Donc, les consommateurs font beaucoup d'autoproduction. Essentiellement, les corporations, les grandes sociétés technologiques, de services financiers, les universités veulent aller au-delà des programmes de RPS et essentiellement pour soutenir leurs objectifs de responsabilité sociale. Donc, une grande partie des développements éoliens et de la croissance de l'énergie solaire dans le futur va être soutenue par les grands consommateurs comme les Google et tout. Donc, on voit aussi que ces grandes sociétés-là de services de données veulent s'implanter au Québec, essentiellement sur une base de coûts et essentiellement sur le fait que l'énergie au Québec est produite de sources renouvelables. Il y a fort à parier qu'éventuellement, ces sociétés-là voudront aller au-delà de ce qui se fait présentement et favoriser le développement d'énergie solaire au Québec également. Donc, comment ça fonctionne un programme d'autoproduction aux États-Unis? C'est relativement simple. Il y a différents types de modèles, mais essentiellement, il y a trois grands acteurs. Il y a un service d'utilité publique, il y a un site de production, puis il y a un client. Aux États-Unis, contrairement au Québec, il peut y avoir un découplage entre le site et le client. Au Québec, le cadre réglementaire est très strict, c'est-à-dire que personne ne peut faire de l'autoproduction s'il n'est pas propriétaire du terrain et le site de production doit être sur le même site que celui de la consommation. Ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Il y a une libéralisation de tout cette chose-là. Tout est complètement découplé. Alors, essentiellement, si on prend notre exemple ici, on prend un exemple simple où est-ce qu'on a un site qui produit 1 MWh, un client qui consomme 1 MWh, donc il n'y a pas de surplus qui est injecté dans le réseau. Donc, pour le consommateur, essentiellement, le programme d'autoproduction, c'est un programme qui génère des crédits de facturation. Donc, le site génère 1 MW et, par le fait même, reçoit un crédit d'autoproduction de l'utilité publique qui, ce crédit-là est transféré au client
Et ce client-là, en contrepartie de ça, donne une redevance au site pour avoir accès à ce crédit de consommation. Et par la suite, le client se retourne vers son utilité publique et dit, bon, pour moi, ma consommation, voici mon crédit de consommation. Donc, le gain net pour le consommateur, c'est quoi? C'est la différence entre le coût évité, si on veut, du mégawatt-heure consommé, c'est-à-dire ici, dans notre exemple, c'est un mégawatt-heure à 180 $, moins le crédit qu'il a eu. Donc, c'est un gain net pour le client de 55 $. Ça lui coûte. Il y a un gain net total de 25 $. Pour le développeur, lui, qu'est-ce qu'il a? Il reçoit le crédit, pas le crédit, mais la redevance du client. Et également aux États-Unis, il conserve la valeur des crédits environnementaux, soit les RECs. Donc, au niveau réglementaire, comme je le mentionnais un petit peu plus tôt, au Québec, c'est un cadre réglementaire très conscrit, c'est-à-dire peu de possibilités de permutation, versus aux États-Unis, où est-ce que c'est un mode qui est complètement libéral, si on veut, où est-ce qu'il y a plusieurs permutations qui sont possibles. Ceci implique également des enjeux qui font en sorte que le cadre réglementaire évolue rapidement. Les grands enjeux sont le transfert des coûts entre les gens qui font de l'autoproduction et ceux qui ne font pas de l'autoproduction et l'impact que ça a sur les tarifs. L'impact sur la rentabilité évidente de l'utilité publique, puis toute la notion d'efficacité économique. Ces trois éléments-là, en fait, ça définit un peu ce que monsieur, le PDG d'Hydro-Québec a appelé la spirale de la mort. Donc, ceci étant dit, la spirale de la mort, c'est un concept qui est purement un enjeu pour l'utilité publique. Ceci étant dit, l'utilité publique, c'est elle qui a un très grand mot à dire sur l'évolution du cadre réglementaire, mais il y a toujours un enjeu aussi d'adéquation entre les gains économiques de l'utilité publique et du consommateur. Malheureusement, la plupart des modifications des cadres réglementaires dernièrement ont résulté en une érosion des bénéfices du consommateur. Donc, pour conclure, je vais parler de possibles pistes de solutions pour essentiellement rééquilibrer ou enrayer cette prétendue spirale de la mort. Donc, une des manières qui peut être faite, la première approche, qui est un peu l'approche préconisée par les utilités, c'est-à-dire de s'arroger pratiquement tous les bénéfices, c'est-à-dire d'augmenter les frais fixes pour faire de l'autoproduction et de réduire la consommation, la compensation des surplus qui sont générés par l'autoproduction. Une des manières plus positives de voir les choses, c'est d'essayer de créer une chaîne de valeur entre une meilleure adéquation entre les besoins de l'utilité et les besoins du consommateur. Comment on peut faire ça? On peut faire ça en faisant varier la valeur de l'énergie ou la compensation de l'énergie dans le temps, puis dépendamment de où est-ce qu'elle est située. Et ça va de pair avec une meilleure planification du réseau. De toute la notion aussi de solaire communautaire, c'est-à-dire de découpler la génération et la consommation. Puis finalement, de revoir le mode de possession des parcs d'autoproduction, c'est-à-dire de découpler la notion de propriété du site avec la propriété du consommateur. Et aussi de voir s'il n'y aurait pas des possibilités de possession conjointe avec l'utilité publique. Donc, après ça, tout ce qu'il y a aussi, c'est l'augmentation du déploiement, s'assurer d'économie d'échelle. Et ça, on peut faire ça encore avec les différents, le solaire communautaire, le mode de financement, puis aussi de faire des programmes qui sont adaptés aux revenus. Et ça pour favoriser une meilleure pénétration
du produit. Et finalement, de s'assurer une adéquation des bénéfices entre les différents participants. Donc, essentiellement, c'est tout le concept de découplage entre les différents intervenants pour favoriser une implantation plus grande de l'énergie solaire. Donc, c'est des pistes de solutions pour enrayer ce qui est perçu comme étant une spirale de la mort et essayer de trouver des solutions qui sont stratégiquement favorables pour tous et favoriser l'autoproduction d'énergie au Québec. Merci.